Le groupe de recherche et d'intervention régionale, le GRIR, a été fondé en 1983. Le GRIR réunit une trentaine de chercheurs des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce groupe de recherche réalise des activités de soutien à la recherche en organisant des conférences, des séminaires et des colloques, ainsi qu'en publiant des ouvrages scientifiques. Le GRIR est fier de contribuer à la transmission des connaissances au sein des collectivités régionales. Le sujet qui est traité ce soir, ça part d'une préoccupation qui est de poser des nouveaux regards sur les ressources. Poser des nouveaux regards sur les ressources, c'est-à-dire que constamment, on doit regarder les ressources avec des nouveaux yeux, avec de nouveaux outils, avec de nouvelles informations. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est le Mont-Valin. Ça fait 8000 ans qu'il existe. Okay? Mais ça fait juste 100 ans ou 50 ans sur lequel on fait du ski. Mais le potentiel pour faire du ski sur le Mont-Valin existe depuis 8000 ans ou 6000 ans. Okay? Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé de regarder cette montagne-là comme d'une autre manière, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait un marché, okay? Parce que les gens avaient voyagé, parce qu'ils avaient vu ailleurs qu'il y a des choses qui pouvaient se faire. Donc nouveau regard. Et moi, j'ai travaillé pour l'Inventaire des terres du Canada pendant 5-6 ans quand j'étais jeune étudiant. Et on a fait des relevés cartographiques sur le potentiel des terres au Québec. Ça s'est fait sur l'ensemble du Canada. Et donc, potentiel pour l'agriculture, potentiel pour la forêt, potentiel pour la récréation, potentiel pour la faune, et ainsi de suite. Mais avec l'information qu'on avait en 1965, avec les méthodes qu'on avait en 1965. Et encore aujourd'hui, lorsque les gens, dans les municipalités, lorsqu'ils font des plans d'urbanisme, ils se basent encore sur les cartes qui ont été faites à ce moment-là pour déterminer les zones agricoles, bon, ainsi de suite. Quand même, de 1965 à aujourd'hui, il y a des choses qui sont passées. La technologie s'est améliorée. Okay? L'information sur le territoire aussi. La télédétection est arrivée. Bon, toutes sortes de méthodes. Les satellites, bon. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'informations. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de jeter un nouveau regard sur un espace particulier que je connais relativement bien maintenant, que je connaissais un peu moins auparavant, qui était la municipalité de Saint-Fulgence, parce que je voyais là une sorte de sous-utilisation du potentiel que moi, je voyais. Alors, je me suis dit, je vais analyser le potentiel, je vais déterminer des zones où il y a des choses qui sont meilleures que d'autres en ce qui concerne en particulier l'agriculture. Alors, tout ça, dans la tête d'un chercheur, et je pense que plus un chercheur a de l'expérience, plus il est capable de faire des liens. Okay? Alors, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait l'Europe du Portugal, aller jusqu'à la Russie, j'ai fait la Laponie jusqu'à la botte de l'Italie, et j'en ai vu des paysages ruraux parce que l'agriculture m'intéresse. Alors, quand on se promène sur le bord du lac Léman, puis qu'on voit de l'agriculture, de la vigne, okay, sur des pentes bien ensoleillées avec un beau lac, quand on est dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse, puis qu'on voit ces belles zones chaudes, bien ensoleillées, lorsqu'on est dans la vallée d'Okanagan, lorsqu'on est sur les fjords de Norvège, où je suis allé moi-même, et j'en ai vu des cerises de France en Norvège aussi, et quand on est dans les Finger Lakes aux États-Unis, quand on se promène dans la région des chutes Niagara, quand on est sur la rive nord du lac Erie, c'est toutes des zones qui ressemblent à Saint-Fulgence sur le plan géographique.
Alors, pourquoi à Saint-Fulgence, on ne pourra pas avoir un développement économique, un développement agricole aussi développé, aussi grand, aussi important que ça peut l'être dans ces pays-là? Alors, à titre d'introduction, je vais terminer en disant que quand je regarde Saint-Fulgence, je me fais une image de ce que sera Saint-Fulgence dans 20 ans. On ne pourra pas changer le territoire, changer les mentalités dans 1 an ou dans 2 ans. Ça va prendre du temps. Et lorsque j'ai aménagé, j'étais le principal personne, la personne aux ressources pour aménager les circuits de canot-camping dans la ZEC Martin-Valin. Ça a pris 20 ans avant que l'idée que j'ai eue se concrétise. Donc, je suis relativement patient. Mais là, le temps commence, les années commencent à s'accumuler. Donc, j'aimerais ça pouvoir voir au moins l'amorce de ces choses-là. Alors, j'ai intitulé ça « Microclimat agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le cas de Saint-Fulgence ». Alors, c'est une communication qui est faite par Majala Gauthier, Mélanie Lambert et Carl Brisson, qui normalement devraient être là ce soir, mais qui, je me fais le porte-parole de ces partenaires de recherche. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est les résultats de la recherche sur le potentiel microclimatique agricole du territoire à Saint-Fulgence. Pourquoi étudier les microclimats pour l'agriculture? Bon, l'utilisation des ressources, voir l'utilisation des ressources selon les meilleures possibilités. Pour jeter de nouveaux regards sur les ressources, les mettre en valeur, dans ce que j'appelle actualiser l'évaluation des ressources, faire une évaluation plus fine, utiliser des nouveaux outils. Puis il y a une préoccupation mondiale. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, systématiquement, il y a des recherches en climatologie, microclimat en Nouvelle-Zélande. Il y a des montagnes en Nouvelle-Zélande, il y a des côtes, okay? Il y a des zones qui sont à l'abri, qui sont à l'ombre, d'autres qui sont au soleil. C'est systématique. Au Québec, on a commencé à faire des études sur la vigne, un peu sur le même principe que nous, on fait. Sur le bord au nord du lac Érié, un étudiant vient juste déterminer une étude sur les possibilités de produire de la vigne sur le bord du lac Érié. Puis des exemples dans le monde, je vous en ai donné quelques-uns tout à l'heure. L'importance économique de l'agriculture, bon, l'agriculture, c'est des producteurs, c'est des gens qui gagnent leur vie aussi en faisant fructifier la terre. Il y a des gens qui font de la transformation agricole, il y a de la consommation. Puis chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a besoin de diversification de l'agriculture. Alors, ça devient de plus en plus diversifié, mais quand on compare à d'autres régions du Québec ou d'autres régions du sud du Québec, on est un petit peu à la remorque de ces régions-là. On travaille dans une économie de marché, donc s'il y a un marché, vous pouvez créer une demande, vous pouvez offrir des produits. L'importance économique de l'agriculture, on parle d'autoconsommation. Tout à l'heure, je bavardais avec des gens qui ont leur jardin, leur petit jardin. C'est de l'autoconsommation. Puis de l'autoconsommation, dans un petit jardin, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas manger toutes les pommes de terre que tu produis. Toutes les pommes qui t'ont donné, c'est pas uniquement pour la famille immédiate, c'est la famille élargie, c'est les voisins, c'est la parenté, ainsi de suite. On va parler un petit peu d'agriculture de proximité parce que, malgré tout, Saint-Fulgence est à 20 km du centre-ville de Saguenay ou de Chicoutimi. Puis, de plus en plus, on parle d'agriculture urbaine. Donc, cette forme d'agriculture est en voie de développement, pas uniquement à Drummondville, mais aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut dire que l'agriculture, c'est de la biologie, mais de la biologie contrôlée. Le pommier qui
pousse à Saint-Fulgence, c'est pas un pommier naturel, il n'était pas là au paradis terrestre. Mais mais malgré tout, c'est l'écosystème, c'est la biologie qui fonctionne. Donc, l'homme contrôle un peu la végétation en fonction de ses besoins. Il y a des préoccupations locales et régionales. Quand on regarde ce que les municipalités écrivent concernant le développement de l'agriculture, ce que les MRC écrivent concernant le développement de l'agriculture, ça existe. Il y a des préoccupations aussi. Puis il faut dire qu'aussi à l'université, on a une équipe qui s'intéresse à la recherche et qui a une expertise en analyse géographique. Je précise ici que l'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est une analyse géographique, ce n'est pas une analyse biologique, ce n'est pas une analyse agronomique, c'est vraiment le point de vue de géographe, comment les géographes voient la question. Pourquoi Saint-Fulgence? Saint-Fulgence, c'est en raison de ses caractéristiques géographiques. Il y a des terres exposées vers le sud, bien ensoleillées. Il y a la proximité d'une grande étendue d'eau qui est le Saguenay, qui a une largeur de 2 km et plus en face de Saint-Fulgence. Et il y a des terres arables. Aussi, à Saint-Fulgence, plus qu'ailleurs, je crois, il y a une concentration de cultures particulières. Culture maraîchère, culture arboricole, culture fruitière, ainsi de suite. Puis aussi, à Saint-Fulgence, il y a un espace à reconquérir. Vous allez voir les cartes qu'on a produites qui vous montrent quelle était l'agriculture il y a 50 ans à Saint-Fulgence et quelle est la surface couverte aujourd'hui. Toutes ces terres-là pourraient être reprises pour des fins agricoles. La grande question, les géographes et les chercheurs se posent toujours des questions et ils essaient de répondre. Y a-t-il des signes de la présence de microclimats favorables à l'agriculture à Saint-Fulgence? Alors maintenant, on va essayer de savoir comment on va s'y prendre pour trouver ces signes-là. L'hypothèse, il y a à Saint-Fulgence un environnement bioclimatique particulier favorable à l'horticulture. Horticulture pris dans un sens très, très général. Ça peut être aussi bien les carottes que les arbres fruitiers ou que les noix en particulier. Mais là-dedans, il y a 3 sous-questions. Ces 3 sous-questions-là, c'est celles qui vont nous amener vers la fin. La première, c'est quelle est l'importance de l'horticulture à Saint-Fulgence? Il va falloir trouver les moyens pour le savoir. Deuxièmement, dans quelles conditions physiographiques est-elle pratiquée? De relief, d'exposition. Et troisièmement, peut-on découvrir d'autres espaces cultivables? Alors, c'est à ces 3 questions-là que je vais essayer de répondre. On aime beaucoup travailler avec des petites, je sais pas, avec des petits graphiques comme ça. Quand on commence avec un graphique comme ceci, on commence toujours par la fin. Puis on dit, qu'est-ce qu'il me faut pour trouver des nouvelles pistes d'aménagement? Il faut que j'ai une carte d'utilisation du sol, il faut que j'ai une carte des terres agricoles passées. Puis là, je remonte comme ça. Tout ce qu'il me faut, il va falloir que j'étudie les paramètres physiographiques. Il faut que je pense à la mise en valeur des ressources, c'est mon projet global. Il faut que je fasse un relevé cartographique des cultures. Il faut que je trouve dans quelles conditions les cultures sont pratiquées, conditions particulières, me créer un modèle cartographique, puis en fin de compte, le confronter avec les deux dimensions qui se trouvent en haut du graphique et finir avec des nouvelles pistes d'aménagement. Autrement dit, à Saint-Fulgence, s'il y a des terres qui peuvent être cultivées en horticulture qui ne le sont pas actuellement, il faudrait savoir où c'est et combien. Combien d'hectares. Ça commence toujours par l'observation. Quand on va sur le terrain, on voit des champs de culture maraîchère, puis c'est ferme du ruisseau, puis ça pourrait être écrit kiosque à la ferme aussi.
Vous voyez le Saguenay au loin, juste à côté, sur une basse terrasse. J'avais jamais vu ça de ma vie. Okay? Quelqu'un qui vendait des prunes. Okay? Prunes et pommes à vendre. Il y a des gens qui cultivent des noisetiers à Saint-Fulgence. Cette personne-là vient de planter 2000 noisetiers. Donc, il va y avoir... les écureuils vont pouvoir se servir. Il y a aussi des gens qui font de l'arboriculture. Alors, c'est la ferme arboricole des Grands Chicots. Alors, on produit des noix. Et si vous regardez l'image d'ici, on est dans un ancien glissement de terrain. C'est la bordure d'un ancien glissement de terrain avec des belles parois, un bout de talus en pente sur lequel on retrouve des arbres fruitiers ou des arbres à noix. Il y a des pommiers, on va voir combien il y en a tout à l'heure. Il y a aussi des champs qui étaient anciennement un grand verger. On a photographié ça, puis j'en profite pour vous signaler que cette recherche a été initiée par moi, mais le premier grand travail, le premier prototype, c'est mon ancien étudiant, Bruno Girard, qui a fait le premier travail là-dessus. Et on était là au mois de novembre, je pense, et cette pauvre pomme nous demandait de la laisser là parce qu'elle voulait passer l'hiver dans le coin où elle était née. Et donc, ça, c'était en peut-être 2009, 2010. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une reprise, là, une amélioration des champs aujourd'hui. Il y a un mouvement, un dynamisme. Ici, des pruniers dont les branches ploient sous le poids. Il y a des cerisiers. Malheureusement, là, c'était vers la fin de la saison, ils n'étaient pas chargés beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font de la vigne. Okay? Alors, vous remarquerez ici qu'il y a un mur. Okay? Et ce mur-là, il y a une fonction particulière. Il y a aussi dans le village deux grands champs de culture de vignes qui sont à l'abandon. Puis, il y a des fruits. Vous allez là à l'automne, puis vous pouvez ramasser les raisins qui sont là. C'est des raisins verts. Mais pourquoi maintenant, pourquoi c'est à l'abandon? Et si vous allez là-bas, vous allez retrouver vraiment un paysage de Bourgogne ou de Bordeaux ou du Roussillon, là, où les maisons et les champs sont mélangés, se voisinent. Ici, encore, c'est une année. La photo de gauche, c'est un terrain qui était en friche, qui était labouré. L'année suivante, on a planté des trucs là-dedans. On sait très bien que quand on commence un jardin, il y a beaucoup plus d'autres plantes que ce que c'est qu'on a planté qui poussent. Mais chose certaine, c'est qu'il y a de la salade, puis il devrait y avoir quelques carottes. Et je ne suis pas retourné voir depuis, mais je suis convaincu que c'est... Il y a d'autres champs aussi qui sont relativement loin. Vous voyez, on est peut-être à un kilomètre, peut-être du Saguenay. Qui sont aussi cultivés. Puis là, c'est une photo prise le 25 avril 2009 où des gens sont en train de répandre du compost. Okay? Alors, en tenue légère, si vous voulez. Donc, il est bien exposé, bien protégé du vent et tout ça. Puis quand on va là à la fin de l'été, on voit très bien que ce jardin-là a produit des choses. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Saint-Fulgence, c'est quand même, il a une situation de proximité et aussi c'est un terrain favorable. Voici la répartition de la population. Alors, lorsqu'on parlait d'agriculture de proximité, quand on est à 20 km d'un noyau urbain de 150 000 personnes, c'est un marché. Donc, il peut y avoir un lien très, très facile. Puis quand on pense que le concept de
100 Mile Diet, c'est l'agriculture locale, c'est à l'intérieur d'un rayon de 160 km. Donc, quand on a 20 km, on est vraiment très, très proche. Alors, on voit la localisation de Saint-Fulgence, là, ceux qui ne sont pas habitués. La municipalité est située ici, sur la rive nord du Saguenay. Puis, du haut des airs, on regarde des paysages, des belles terrasses plates près de l'eau. Celle de gauche, c'est Saint-Fulgence, celle de droite est de Sainte-Rose-du-Nord. Ici, c'est une photo extraordinaire pour nous, parce qu'on voit pas uniquement l'agriculture, on voit le village, mais on voit aussi toutes les terres en friche qui sont sur les pentes plus élevées. Okay? Donc, ça a déjà été cultivé. C'est des terres qui pourraient peut-être être récupérées. Moi, j'ai parlé de ça à mon beau-frère. On a toujours un beau-frère qui s'y connaît un peu plus que les autres. Lui, il me dit, c'est du gaspillage. Okay? C'est du gaspillage. Les terres sont là, le climat est là. Pourquoi on n'irait pas? Et quand on regarde le paysage comme tel, de plus près, on voit très bien qu'il y a des basses terrasses, il y a des talus, hein, des montées, et il y a toute une succession de terrasses qui montent jusqu'à un plateau. Et au loin, on voit le rebord sud des Monts-Valin. En hiver, les champs sont encore beaucoup plus visibles parce qu'ils sont en neige. Okay? Moi, je trouvais ça vraiment très, très bien. On voit que le village est situé dans le centre, là, puis qu'il y a des terres qui sont cultivées. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On ne le sait pas encore. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'à Saint-Fulgence, il y a comme une sorte de bordure, une sorte de falaise tout au long, ici, comme ça, okay? qui a un effet, semble-t-il, assez important sur le plan microclimatique. Et on va voir des détails de cela tout à l'heure. D'autres cas, le cas de Sainte-Rose-du-Nord, on ne l'a pas étudié, mais on retrouve des choses là, des mêmes conditions que Saint-Fulgence. Et une terre qui pourrait être vraiment superbe pour l'horticulture, c'est les terres rompues. Okay? Sauf que le Saguenay est moins large. Mais moi, je connais des gens qui ont vécu là et on pouvait faire tout pousser aux terres rompues. Puis vous remarquerez qu'aux terres rompues aussi, il y a toute cette falaise qui se trouve en arrière ici, comme ça, qui emmagasine la chaleur pendant la journée et qui réfléchit la chaleur pendant la nuit. Un microclimat, puisqu'on parle de ça, il faut quand même le définir, ça désigne l'ensemble des conditions météorologiques d'une zone de faible extension géographique qui diffère du climat général de la zone considérée. Ça peut être un microclimat froid, comme l'arrière des Monts-Valin, okay? Ou ça peut être un climat chaud, comme le devant d'une paroi ou d'un talus, ou le devant d'une maison, ainsi de suite. Et l'échelle qu'on leur donne à un microclimat, la plupart du temps, c'est entre 10 mètres et 100 mètres de diamètre. Au-delà de cela, ce n'est plus des microclimats, on appelle ça des topoclimats, ou comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, on dit qu'au Lac-Saint-Jean, il y a un microclimat. Il n'y a pas un microclimat, il y a un climat régional, parce que c'est vraiment très, très grand. Nous, on pense qu'à Saint-Fulgence, il y a plusieurs microclimats. Plusieurs microclimats, parce que si on prend juste des zones de 100 mètres par 100 mètres au maximum, il y a différents coins. Alors, on pense aussi que, en ce qui concerne l'allongement de la saison sans gel, les chiffres que vous voyez avec des flèches, c'est les chiffres actuels. Mais nous, on pense que la saison est beaucoup plus grande. Ce n'est pas mesuré, mais on va le mesurer à un moment donné. On pense aussi que le nombre de degrés jour de croissance, c'est la température moyenne du jour qui est supérieure à 5 degrés Celsius. Bon, on a le chiffre de Bagotville,
mais on croit que Saint-Fulgence, c'est plus que ça. La rusticité générale des plantes, ceux qui sont habitués de planter des plantes autour de chez eux, chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est classé 3B. Vous voyez la flèche orange, mais les gens de Saint-Fulgence, ils disent, nous, on a des coins, c'est 4A. Et pour faire ça, il faut prendre les moyens. Et les moyens, c'est de se monter une équipe de recherche. Alors, on a Bruno Girard qui a commencé le projet en tant qu'étudiant. Mélanie Lambert, qui est professionnelle de recherche à l'université et qui est spécialisée en géomatique. On a Carl Brisson, qui est géographe et qui est dans le projet, il a travaillé surtout sur la confection des bases de données. Noémie Ruffier, une stagiaire française qui a travaillé pour nous pour l'inventaire sur le terrain. Et moi-même qui ai animé le projet. Alors, la première question, y a-t-il de l'horticulture à Saint-Fulgence? Nous, on a cartographié des parcelles de terrain. Une parcelle de terrain, ça peut être il peut y avoir un lot, mais si le lot est divisé en zones topographiques différentes, on va faire plusieurs parcelles pour qu'on puisse identifier quelle est la qualité de chaque terrain. Alors, 65 parcelles de légumes. Là-dedans, il y a des grands producteurs, comme il peut y avoir des petits jardins potagers, des fruits, des petits fruits, 28 parcelles, des arbres fruitiers, 79 parcelles, des pommiers, puis là, on a le nombre des pommiers. Alors, il y a 70 parcelles où il y a des pommiers, puis il y a 769, je les ai tous comptés, un par un. Des pruniers, des poiriers, des pêchers et des pommetiers. C'était difficile de déterminer, par exemple, les pommetiers qui étaient juste décoratifs. Je pense qu'on en a raté quelques-uns, parce qu'il y en a des pommetiers qui sont cultivés particulièrement pour faire des gelées ou des confitures. Des cerisiers, il y a quand même 100 arbres. Des autres arbres fruitiers, donc il y a des cognaciers, on voit très bien qu'ils sont localisés particulièrement à un endroit précis. De la vigne, il y a 34 parcelles qu'on a vues. D'arboriculture, des noisetiers, puis des grandes cultures. Les grandes cultures nous intéressaient pour pouvoir comparer, mais on ne s'est pas intéressé vraiment aux grandes cultures. On s'est intéressé aux gens, aux terrains qui étaient cultivés en grandes cultures, éventuellement pour pouvoir les convertir en autre chose. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a on a fait une sorte de petite régionalisation de l'utilisation du sol. Donc, on a donné des noms très, très courts. Joseph correspond à Saint-Joseph, ainsi de suite. Pelletier, Pin, Village, Foin, ainsi. Et ce qui nous donne une sorte de tableau de la géographie agricole, si vous voulez, de la municipalité. Alors là où il y a le plus de parcelles, c'est au Pin. Bien, c'est vraiment varié. Mais on pourrait dire que celles qui sont les plus opposées, vous avez le pendant, où il y a uniquement des grandes cultures, OK? Et il y a... ensuite, à l'autre extrémité, il y a Pelletier, qui est très, très varié. Ici, c'est très varié. Là, c'est très varié aussi. Autrement dit, quand on est près du Saguenay, c'est très varié. Puis quand on est sur le haut des terrasses, c'est moins varié et plus grande culture. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les cultures, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors, on a subdivisé Saint-Fulgence en damiers de 10 mètres par 10 mètres. Donc, ça fait 600 000 petits damiers. Et ces petits damiers-là, on les a appliqués sur des couches comme ça, puis on a dit, puis le système pouvait nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque damier.
Alors, c'est Mélanie qui a travaillé sur ce truc-là. Voici l'altitude du terrain. Là, plus c'est vert, plus c'est bas, plus c'est Bourgogne, plus c'est haut. Voici la distance du Saguenay mesurée en... C'est les bandes parallèles, c'est bien évident, parce qu'on croit que la proximité du Saguenay a des effets microclimatiques. Voici l'étendue de... Les gens se baignaient l'été passé là, à la flèche de Saint-Fulgence. Voici les pentes. Quand on parle de zones de terres qui sont ensoleillées, on peut dire que si les terres sont à 90 degrés avec les rayons du soleil, c'est là où la chaleur est la plus importante, la plus vive. Okay? Alors, donc on a mesuré les pentes, leur inclinaison, comme ça. Et aussi, on a pu déterminer quels étaient les murs verticaux dont on va parler tout à l'heure, qui sont un soleil particulier. Et je vais vous dire tout de suite qu'à Saint-Fulgence, il y a 3 soleils. Le graphique que vous voyez actuellement nous permet de voir qu'il y a 3 soleils à Saint-Fulgence. Le premier soleil, c'est le rayonnement solaire direct, celui qui provient du soleil. C'est ce qu'on appelle le rayonnement global. C'est de la chaleur, c'est de la lumière. Le deuxième soleil est un peu particulier. C'est un soleil que j'ai découvert en faisant des lectures sur la Hongrie en particulier, sur la lumière qui se dégage du lac Balaton en Hongrie, où on disait que sur la rive nord du lac, il y a un soleil particulier et qui est dû à la réflexion du soleil sur l'eau. Et à Saint-Fulgence, on a 2 km ou 3 km d'eau devant les rives et il y a effectivement une lumière qui se dégage de l'eau lorsque le soleil n'est pas trop haut sur l'horizon. Et les études scientifiques qui ont été réalisées sur le bord du lac Balaton en Hongrie nous disent qu'il y a jusqu'à 7 % du rayonnement solaire qui arrive sur le lac qui est réfléchi. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement de la chaleur, mais c'est de la lumière. Et la lumière, c'est la photosynthèse. Donc, c'est très bon pour la végétation et c'est très bon pour l'agriculture. Donc, c'est un plus par rapport aux zones qui ne sont pas balayées, si l'on veut, par ces rayons. Et le troisième soleil, c'est la radiation, la chaleur qui est dégagée des parois rocheuses, des talus ou des falaises qui accumulent de la chaleur pendant le jour lorsqu'ils sont frappés par le soleil et qui, pendant la nuit, peuvent restituer cette chaleur-là au pied de l'escarpement, au pied du talus, sur une distance qu'on a mesurée, nous autres, qu'on n'a pas mesurée, mais qu'on a observée à Saint-Fulgence, peut-être de 75 mètres. Ce qui veut dire que c'est un plus pour l'agriculture. Et ces talus-là n'ont pas seulement un effet de radiation, il y a aussi un effet de convection. Et on sait qu'il y a des gens qui ont observé au sommet des talus, pendant la nuit, une chaleur qui montait le long de la paroi. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui ont planté dans des bacs des plants de vigne et qu'ils n'avaient plus assez d'amis pour donner les raisins qui étaient produits. Donc, si on résume à Saint-Fulgence, il y a 3 beaux soleils qui se combinent et qui créent un microclimat ou des conditions microclimatiques idéales pour la végétation, pour l'agriculture et pour l'horticulture. L'orientation des pentes, par exemple, si on a une lumière qui s'en vient de cette direction-là, on peut avoir l'inclinaison de la pente comme ça, mais la pente, elle peut être nord, est, ouest, ainsi de suite. Donc, ça peut avoir de l'importance. On peut s'imaginer que le matin, les parois qui sont verticales sont plus réchauffées, okay, parce que le soleil est bas sur l'horizon,
Puis plus le soleil s'élève, plus c'est les terrains qui sont plats. Donc, au mois de juin, la hauteur du soleil est à 70 degrés au-dessus de l'horizon, à midi, au solstice. Et donc, avec une pente de 20 degrés, on a du soleil vraiment le maximum qu'on puisse avoir. Donc, on a tenu compte de l'orientation. Voilà qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment, là, c'est 200 000 petits carreaux. Ça devient flou. Le rayonnement solaire. Alors, partout, vous voyez les zones qui sont rouges, c'est les zones qui sont les plus chauffées, si vous voulez. Les dépôts de surface, on ne pouvait pas faire autrement que les mettre en considération parce que ça cultive bien dans les limons, dans les laumes, dans les siltes, dans les argiles, dans les alluvions, dans les sables limoneux, si l'on veut, mais sur du roc ou sur du gravier, et c'est pas l'idéal. Donc, tout ce qui est bleu sur la carte, c'est là où les conditions seraient idéales. Quand on a regardé toutes ces couches-là, puis on a demandé au système, peux-tu nous dire sur quoi la majorité des terres en horticulture reposent? Il nous a dit, ils sont toujours entre 0 et 115 mètres. C'est toujours entre une pente de 0 à 13 degrés. C'est toujours avec un rayonnement solaire. Là, je passe le pente orientation parce qu'on retrouve pente orientation dans les valeurs du rayonnement solaire. C'est de 710 à 830 kWh par mètre carré. La distance du Saguenay est inférieure à 1000 mètres. Puis les dépôts de surface, c'est de l'argile, du limon et des alluvions. Alors, quand on repasse en revue chacun de ces trucs-là, ici, c'est les zones qui sont basses, OK? Ici, c'est les terrains qui sont plats ou légèrement en pente. Ici, c'est le rayonnement solaire, en général. C'est là où c'est vert. Ici, c'est le rayonnement solaire le plus élevé. Alors, c'est sur les zones les plus abruptes. Ici, c'est le ruban de 1000 mètres, 1 km du Saguenay. Et ici, c'est des terrains qui sont composés d'alluvions, de terres argileuses et de siltes. Donc, on a fait une sélection. Et par la suite, on a pris toutes les dernières cartes, puis on les a superposées les unes sur les autres pour voir comment l'information se recoupait, se superposait. Alors, le A, B, B, bon, alors, ce qui veut dire que si A, c'est bon, B, c'est bon, puis qu'on fait la jonction des deux, bien, le vert, c'est la résultante. C'est comme la théorie des ensembles. Donc, on a créé des modèles. Alors, le modèle final, c'est celui-ci, où on a un bloc diagramme avec des zones qui sont rouges, les zones qui sont favorables à l'horticulture, et plus on va vers le vert, moins ça l'est. On a superposé 4 couches l'une par-dessus l'autre. Alors, quand il y a 4 couches qui embarquent, qui coïncident, ça donne du rouge. Ça, c'est parfait. Puis, plus c'est clair, moins c'est bon, parce qu'il y a seulement une couche. C'est de l'argile, mais l'argile est trop haute en altitude ou quelque chose du genre. Ici, c'est le potentiel. Ici, c'est lorsqu'on fait intervenir les dépôts de surface. Ça réduit un petit peu, mais le tableau est assez semblable. Ici, le potentiel climatique, c'est la carte que vous voyez devant vous. La carte qui est là. C'est là où on pourrait étendre
l'horticulture. Les conditions qu'on retrouve sur les champs actuels, on les retrouve ailleurs aussi. Donc, de là, ça devient un gros problème d'aménagement parce qu'on se dit, si on décide de faire de l'horticulture à tel endroit, qu'est-ce qui pousse là? Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'on peut changer? Le potentiel radiatif excellent, encore une fois. Et on a fait une carte des contrebas de parois. Contrebas de parois, c'est le pied d'une falaise ou le pied d'un talus, un talus qui est relativement pentu, okay? Où, pendant la journée, le talus lui-même, il est réchauffé par le rayon du soleil. Et pendant la nuit, il y a une radiation, une chaleur qui est irradiée sur, nous, ce qu'on a pu voir en bavardant avec les agriculteurs, sur une distance de 200 pieds à peu près. Et là, les bandes que vous voyez ici, ce sont des bandes qui sont au pied de collines. Okay? Il y a une petite colline ici. Puis quand elles tombent dans une zone qui est rouge, comme ici, okay? Ça donne un plus à la zone. On s'en va maintenant vers une dernière question. Si on avait à étendre l'horticulture à Saint-Fulgence, que faudrait-il changer en termes d'utilisation du sol, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire? Voici la carte des terres qui étaient cultivées en 1964 à Saint-Fulgence. En 1961, de 1961 à 1991, les terres en culture ont diminué de 65 %. Le nombre de bovins a diminué de 83 %, puis le nombre d'exploitants a diminué de 71 %. C'est là où s'est fait le plus gros changement. D'après nos calculs à nous, qui avons fait la cartographie de l'agriculture en 1964 et en 2013, okay, dans le corridor de 3 km, ça j'ai oublié de le mentionner, que pour notre étude, on s'est limité à une zone de 3 km. Parce qu'en bavardant avec les gens, on ne voulait pas étudier très, très loin, parce qu'il y a les producteurs de pommes de terre là-bas, on est sûr qu'ils ne sont pas influencés par le Saguenay, puis ce n'est pas les microclimats non plus. Donc, on s'était limité à une zone de 3 km, donc ça fait 3 km par à peu près 22 km de long. Et donc, sur cet espace-là, il y a eu une diminution de 58 % des espaces cultivés. Et ce qui est jaune sur la carte, c'est ce qui était cultivé et qui est revenu en forêt, grosso modo. Ce qui est en orange, c'est ce qui est cultivé en 2013. Alors, on voit très bien qu'il y a eu un rétrécissement important. On a confectionné donc une carte d'utilisation du sol parce que si on veut superposer ces zones rouges-là avec la réalité terrain, ça tombe sur quoi? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Alors, on a encore une fois utilisé la méthode de nos petits, nos sous-régions, que j'ai appelées des régions agro-géographiques. Et à l'intérieur de ça, on voit quelles sont les parcelles qui devraient être converties pour devenir des parcelles où on pratique l'horticulture. Ce qui est en brun, par exemple, comme ici, là, bon, ce sont des grandes cultures. Tout le monde sait que c'est des grandes cultures qui sont là, des grandes cultures qui sont ici. Et ça pourrait être... C'est des terrains qui sont propices à la production de cultures maraîchères et autres. Et le tableau final, lorsqu'on prend tout ça ensemble, OK, ça vous donne quels sont les... Là, c'est des hectares, c'est des superficies. Dans le village, on pourrait gagner presque 200 hectares
Mais là, il faut penser que dans le village, ce qui est en rouge, là, c'est déjà construit. OK? Moi, ça ne me dérange pas que dans le village où c'est déjà construit, le potentiel microclimatique existe. Ça veut simplement dire que les gens qui demeurent dans le village, qui sont construits là, ils sont dans un milieu microclimatique et ils ont la possibilité de jouir de ce climat-là. Autrement, et là, moi, je mentionnais au maire la dernière fois que si on avait des développements à faire, développements domiciliaires à faire à Saint-Fulgence, il faudrait s'organiser pour que la maison soit au nord du lot, de manière à ce que la partie sud soit grande, que la maison serve de mur, OK, comme troisième soleil, ainsi de suite. Donc, mais ce qui est le plus réalisable, c'est ceci, c'est-à-dire dans la carte en rouge ici, sauf évidemment les petites parcelles qui sont déjà utilisées en horticulture, si on convertissait ça en horticulture, on pourrait le faire à partir de 308 hectares de forêt, 147 hectares de grandes cultures, 128 hectares de terres cultivées par le passé et reboisées, ce qui était jaune sur les cartes tout à l'heure, 22 hectares de friches, 13 hectares de plantations commerciales, plantations d'épinettes et 3 hectares d'autres. Et finalement, quand on enlève ce qui est construit, ben, ça vous dit qu'à L'Anse-à-Pelletier, il y a 109 hectares qui sont nouveaux, qu'on pourrait cultiver. Puis la majorité, bien, ça proviendrait de la forêt. Puis il y a une partie, là, ici, excusez-moi, qui est de la forêt ici. Ici, c'est de la forêt aussi, mais ça avait déjà été cultivé, OK? Et ainsi de suite. Donc, c'est dans le village où il y a le plus grand espace. Pour fin de comparaison, 40 hectares, c'est la dimension d'un lot, un lot cadastral, un lot de ferme. Donc, ça fait déjà, si on dit qu'il y a 621 hectares, bien, 621 hectares divisé par 40, ça vous donne le nombre de lots, l'équivalent du nombre de lots qu'on pourrait cultiver. Conclusion. Je pense qu'il y a une présence incontestable de cultures exigeantes sur le plan climatique à Saint-Fulgence. On n'a pas regardé ailleurs, à l'extérieur de Saint-Fulgence. Il faudrait peut-être aller voir si à Saint-Charles-de-Bourget ou à Saint-Honoré ou à l'intérieur, il y a quelque chose de différent. Mais d'après ce que j'ai pu sentir, il y a une grande concentration à Saint-Fulgence, puis il y a des plantes qui sont plus exigeantes sur le plan climatique qu'on retrouve là plus fréquemment. On ne peut pas dire qu'il y a des microclimats. Il y a des signes de microclimats. Parce que si on voulait vraiment mesurer les microclimats, il faudrait prendre des thermomètres, il faudrait prendre des outils pour aller le faire. Mais nous, on ouvre la porte. Oui. Il y a une possibilité d'extension de l'horticulture, si on l'a vu. Puis pour revenir à mon monsieur tout à l'heure qui me disait qu'il y avait comme une sorte de gaspille, oui, on peut étendre actuellement, on pourrait étendre l'horticulture pour aller occuper les terres qui ont un potentiel réel. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, et ça c'est notre métier, c'est une démarche scientifique basée sur des faits. On est allé sur le terrain, on a regardé, puis on a fait exprimer les choses. On a procédé avec des méthodes d'analyse sophistiquées, particulièrement en utilisant les systèmes d'information géographique. Puis aussi, je pense qu'un des points intéressants, c'est on a construit de nouvelles connaissances sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les microclimats. Ce qu'on vient de faire,
c'est le fruit d'une imagination. On avait ça dans notre tête. On a dit, qu'est-ce que ça ferait si on procédait de cette manière-là? On arrive avec une image qui est celle-ci. Donc, c'est du nouveau. Ça n'a jamais existé avant. C'est une démarche qui est généralisable ailleurs. Ailleurs, ça veut dire que au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le plus beau coin, là, la plus belle zone, qui a des climats, des microclimats qui sont relativement semblables, c'est à partir des terres rompues, aller jusqu'à Tableau. Je ne sais pas si vous êtes allé à Tableau, en bas de Sainte-Rose-du-Nord, ces derniers temps, mais il y a des pommiers qui sont là depuis l'arrivée des premiers habitants. Ils ont résisté. Ce sont pas des vestiges, mais des signes vraiment. Et là, ce que j'ai pu comprendre l'autre fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des... transplanter, comment on appelle ça, pour... pas des boutures, mais des greffes, OK, de ces pommiers-là. Puis ailleurs, ça veut dire aussi au Lac-Saint-Jean, ça veut dire sur la Côte-Nord, ça veut dire partout où on a des terres qui sont exposées au soleil avec une grosse masse d'eau. Il y a des trucs dans Charlevoix qui pourraient être vraiment très, très bien. Il y a une différence qui existe malgré tout entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Le Saguenay, lui, est dégagé de glace 9 mois par année. Mais ce n'est pas le Lac-Saint-Jean. Okay? Donc, il a toujours la région de Saint-Fulgence, dans le kilomètre qui borde le Saguenay, il y a toujours l'influence du Saguenay lorsque le Saguenay est dégagé. La température du Saguenay n'est jamais inférieure à -2, par exemple. Mais s'il fait -10 à côté, bien, il y a des chances que les masses d'air se déplacent, il y a un réchauffement qui se fasse. Mais l'eau du Saguenay est froide. Lorsque vous êtes au Lac-Saint-Jean, c'est autre chose. L'été, l'eau est beaucoup plus chaude. Avez-vous déjà été sur la pointe de Chambord en été, la nuit? Okay? Vous sentez la chaleur. Okay? Sur la pointe de Saint-Fulgence, la nuit, je ne suis pas sûr qu'on sente autant de chaleur. Mais c'est quelque chose de différent. Donc, il faudrait voir le problème d'une autre manière, parce que c'est un beau défi. Oui, comment faire mieux? Oui, on pourrait... on n'a pas analysé le rôle des vents et des brise-vents. Primordial. Bon, on a vu dans la région de Saint-Fulgence, il y a des gens qui ont commencé à installer des brise-vents. Ça, c'est super bien. Précision des données, oui, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on pourrait avoir des cartes plus détaillées au début. Puis je pense qu'on peut aller plus loin aussi. Plus loin, ça veut dire faire des recherches auprès de la population sur la perception qu'ils ont des microclimats. Nous, on s'est intéressé aux gens qui produisaient des choses, soit des producteurs, des particuliers qui avaient leur jardin, mais la population en général. Des mesures climatiques, il faudra en faire. Et là, on est en train de commencer un nouveau projet avec un monsieur qui, depuis 1995, a des données de température à 7 heures le matin, tous les jours. Alors, on est en train d'établir un modèle de comparaison de ces données avec la base de Bagotville, avec la station de Bagotville. Et déjà, dans les premiers moments, quand on a regardé les données en général, on voit que surtout au mois d'octobre. Au mois d'octobre, des fois, il y a 4 à 5 degrés de différence en moyenne avec Bagotville. Il nous reste à calibrer des choses. Également, on appelle la phénologie. Phénologie, c'est l'apparition des plantes quand les plantes commencent à pousser. Okay? Vous savez, vous avez des pissenlits qui poussent chez vous. Bien, les pissenlits poussent toujours dans des endroits un peu plus ensoleillés, un peu ainsi de suite. Donc, on pourrait, même pour une même espèce, les bouleaux, par exemple, ou les saules, quand est-ce que les saules fleurissent, ainsi de suite, se baser plus sur la nature que sur des choses qui ont été plantées par les humains. Puis, il y a aussi tout ce qui concerne l'écologie, c'est-à-dire aller voir Et je pense que la zone rouge qui est ici, c'est une zone parfaite pour aller explorer s'il n'y a pas des plantes particulières
plus exigeante sur le plan climatique. Ça donne un... Puis sur le plan de la géographie touristique, ben, je pense qu'à Saint-Fulgence, il y a un terroir particulier et des terroirs particuliers quand on veut définir ce que un produit de terroir, ce serait superbe. Puis en ce qui concerne les suites, bon, moi, la balle est dans le camp des planificateurs et des décideurs. Nous, à l'université, on a fait notre bout de chemin. On essaie de faire découvrir des choses. Et maintenant, je sais que la MRC du fjord va sans doute introduire cette dimension-là dans leur plan de développement de la zone agricole. Et que dans le sommet économique qui va avoir lieu prochainement, il y a des possibilités qu'il y a des choses qui apparaissent dans certains projets. Et donc, c'est là-dessus qu'on va terminer cette présentation. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée.